un peu le monsieur loyal. Si je vous dis que j'étais le gardien du temps, ce serait ennuyant vu la situation présente, mais je vais m'occuper en tout cas de faire le liant. Et j'ai du coup le plaisir d'inviter Nicolas Gauvry, docteur, j'ai oublié dans quelle discipline, mais tu te présenteras très bien, qui va nous faire un exposé sur en anglais, il est mis Properties of HQI, mythe ou réalité, approche scientifique. Voilà. Je vais me présenter du coup. Docteur, je ne suis pas médecin, hein, mais je suis docteur en sciences cognitives. Voilà. Et donc, puisque là la présentation est assez succincte, juste mon nom en bleu, je vous dis juste un petit quelque chose sur moi. Ah, je vois que c'est en countdown là. Non, je préfère que ça monte, mais bon, c'est pas grave. Donc, juste voilà, en un mot, moi j'ai une formation au départ en mathématiques. Et puis ensuite, j'ai étudié aussi la psychologie. Et puis donc, j'ai continué avec une thèse en sciences cognitives. Et parmi mes travaux de recherche, il y a quelque chose, depuis quelques années, sur le haut potentiel, même si ce n'était pas mon thème de recherche principal. Enfin, je suis chercheur à Paris dans une institution qui s'appelle le laboratoire Chartres, qui veut dire Cognition humaine et artificielle, qui dépend de l'école pratique d'autres études. Voilà, c'est un institut parisien. Et je travaille plutôt sur le raisonnement et sur des modèles mathématiques pour la psychologie. Voilà, c'est mon thème principal. Et je me suis intéressé il y a quelques années, puis du coup je vais vous raconter comment ça m'est venu, parce que ce sera une bonne introduction à l'approche, disons, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous raconter comment ça m'est venu, cette idée d'étudier le haut potentiel et ses caractéristiques. Voilà, on a tous... ça, c'est pour revenir un peu sur le titre qu'il y a ici. On a plein d'idées, je ne vais pas dire idées reçues, parce que idées reçues, ça suppose qu'elles sont forcément fausses, et en général, ce n'est pas le cas, mais il y a plein d'idées répandues sur les caractéristiques particulières des enfants ou adultes. Moi, j'ai plus travaillé sur les enfants, mais c'est valable aussi souvent sur les adultes à haut potentiel. Et parmi ces idées répandues, beaucoup sont justes. Je vais donner au moins un exemple. Peut-être tout à l'heure, mais certaines sont exagérées. Pour d'autres, en réalité, on ne sait pas vraiment si c'est juste ou pas, parce qu'on n'a pas suffisamment d'études. Et enfin, il y a aussi des mythes complets et qui résistent aux données scientifiques. Alors, il y a des batailles qui se mènent, et les scientifiques, parfois, sont obligés de se battre contre le ministère et les médias pour essayer juste de rétablir la vérité. C'est assez compliqué. Là aussi, je vais vous donner des exemples un peu tout à l'heure, mais avant de vous donner quelques exemples d'idées répandues, disons, sur les caractéristiques des enfants et des adultes à haut potentiel, je vais d'abord donc vous raconter comment ça m'est venu, et puis vous montrer l'importance de la science quand on s'intéresse à des questions générales. Je peux vous dire tout de suite, quand je vous parle de l'importance de la science, c'est bien quand on s'intéresse à des questions générales, je le redis pour que ce soit bien clair. C'est-à-dire que si votre question c'est comment je dois faire pour aller mieux, moi, évidemment, ce n'est pas un scientifique qu'il faut aller voir, c'est un praticien. Mais là, moi, je ne m'interroge pas sur des cas particuliers, je m'interroge sur le cas général et des propriétés qu'on attribue en général aux personnes à haut potentiel, au QI. Par exemple, on entend souvent dire, et là, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas exactement si c'est vrai ou pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études, en tout cas, je n'en ai pas trouvé suffisamment. On dit souvent les personnes à haut potentiel ont plus d'humour que les autres. Voilà, ça c'est une question générale. Ce n'est pas une question particulière, je ne demande pas si moi j'ai plus d'humour, mais en général, est-ce que les hauts potentiels ont plus d'humour? Et pour ces questions-là, ce n'est pas le praticien qui va répondre correctement, c'est bien le scientifique, parce que c'est une question sur un état du monde et qui requiert, si on veut, une sorte d'épidémiologie. Voilà. Et donc c'est de ça, c'est dans ces cas-là qu'il va falloir travailler sur la science. Donc comment ça m'est venu, ce goût pour le haut potentiel et cet intérêt en tout cas pour le haut potentiel? Ça a commencé il y a quelques années quand, là où je travaillais, ça s'appelle l'IUFM en France, c'est un institut où on forme les futurs enseignants. Donc mes étudiants sont amenés à devenir enseignants très bientôt, si tout se passe bien. Bon, il y a des conférences qui sont organisées. En l'occurrence, une association avait organisé une conférence qui devait présenter les caractéristiques des enfants précoces, parce que, évidemment, ça intéresse
très directement les futurs enseignants, de savoir comment sont les enfants précoces, puisqu'ils peuvent être amenés à en avoir dans leur classe, et que ce sont des enfants à besoins éducatifs particuliers, si on veut. En tout cas, on peut aménager l'éducation pour qu'elle réponde mieux à leurs besoins que ce qu'on fait habituellement. Donc c'était très intéressant pour les étudiants. Du coup, une conférence a été organisée, aucun étudiant n'est venu. Par contre, il y avait beaucoup de mes collègues qui étaient là, des gens de l'administration aussi, qui étaient là en général parce qu'ils avaient dans leur famille un enfant ou un neveu qui était concerné. Et puis voilà, on a quelqu'un qui venait d'une association qui nous explique plein de choses et qui nous explique à peu près ce que vous trouverez dans beaucoup de livres, dont je vais vous parler juste après. Donc une histoire, pendant une heure, voilà, on a eu une histoire de ce qu'est un enfant précoce. Alors on nous disait par exemple que ce sont des enfants qui ont très vite, bien avant les autres, conscience de plein de choses terribles dans le monde, comme le fait que tout est incertain dans le monde, à part malheureusement la mort et les impôts, comme vous le savez. Et donc encore qu'ici, c'est un peu moins grave qu'en France. Pour les impôts, pas pour, oui, que pour les impôts. Et donc on nous disait, voilà, c'est des enfants qui plutôt ont la conscience de la mort, de l'injustice qu'il y a dans le monde, et qui n'ont pas, a priori, parce qu'ils sont en avance intellectuellement, mais pas nécessairement émotionnellement, qui n'ont pas encore la capacité de se défendre contre ces agressions, si on veut, du monde. Et du coup, ils sont très anxieux, et du coup, ils font des cauchemars, etc. On avait cette espèce de description que vous connaissez, un peu négative sur la douance, pour le dire comme ça. Et donc, moi, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de gens, quand on décrit un groupe de personnes de manière positive et générale, c'est quelque chose qui est connu en psychologie, qui s'appelle l'effet Forer. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que je me suis reconnu tout à fait dans cette description de personnes très intelligentes à qui il arrive plein de malheurs. Et voilà, ça arrive à beaucoup de monde, hein, je pense. Mais en tout cas, du coup, ça m'a donné le goût et l'intérêt, donc ça a au moins un effet positif, c'est que ça m'a poussé à m'intéresser à la question d'un peu plus près. Et alors j'ai fait comme beaucoup de gens, quand on s'intéresse, on a envie de savoir, et que c'est un domaine qu'on ne connaît pas bien, on commence par lire les livres qui sont le plus en vue et que tout le monde cite. Et donc j'ai fait ça, j'ai lu des livres grand public qui parlaient, qui étaient censés décrire un peu ce que c'est que le haut potentiel. Et puis au bout du troisième, déjà, je commençais à voir un peu tout le temps les mêmes choses. Et puis ça a continué après. Donc je suppose que vous en avez lu plein aussi, et que vous aussi, vous avez eu cette impression qu'on relit toujours la même chose. Ce qui paraît normal, si les livres disent bien la vérité, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de différence entre les livres. Voilà. Par contre, ce qui m'a embêté, à cause peut-être de ma formation scientifique au départ, c'est que je lisais toujours la même chose, avec jamais aucune preuve, aucun élément de preuve, on dirait evidence, quoi. Il n'y avait pas de données, c'est simplement, on nous dit les enfants surdoués ont plus d'humour, et puis on nous donne 2 exemples d'enfants surdoués qui ont fait des blagues très drôles. Bon, c'est un peu, pour généraliser, c'est un peu léger. Et donc je me suis dit, je vais aller voir quelque chose d'un peu plus sérieux, et je vais chercher dans un autre type de livre, des livres universitaires, c'est très casse-pied à lire, mais par contre c'est beaucoup mieux argumenté. Et là, l'image était complètement différente. J'étais discuté aussi avec des chercheurs notamment de l'université Paris 5 qui ont travaillé pendant un moment sur ces questions. Et même chose, j'avais une description quand même assez différente. Notamment, en fait, si on doit résumer en un mot, la différence entre ce que je disais dans les livres grand public et puis ce que je vois dans la littérature scientifique, ou ce que me disent les chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est que du côté de la recherche, on est beaucoup moins négatif. Du côté de la recherche, on nous dit avoir un QI supérieur à 130, c'est vraiment une chance, en général. Évidemment, il y a des cas particuliers malheureux, mais en général, c'est plutôt positif. Les prédictions sont plutôt meilleures quand on a un QI supérieur à 130 qu'inférieur à 100. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voyait dans les livres. Donc voilà. Et du coup, je me suis interrogé sur ce décalage qu'il pouvait y avoir. Alors évidemment, ça ne concerne pas du tout que la question... Voilà. Je vais peut-être y arriver, mais... Voilà, c'était ça. Ça ne concerne pas du tout que la question de la précocité intellectuelle ou du haut potentiel, ce décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on lit dans les médias, le grand public, et puis ce que dit la science. C'est assez différent dans plein de domaines, et là je vous donne un exemple qui n'a absolument rien à voir avec la douance d'ailleurs. Je prends l'exemple d'Idriss Aberkan ici, pas du tout parce que ce serait un parangon ou je ne sais quoi, ou l'image prototypique
de l'imposteur, pas du tout, je n'ai pas assez creusé la question pour l'accuser de quoi que ce soit, mais simplement parce que vous avez probablement entendu parler de lui. Et donc je vais juste vous raconter ce qui, d'après moi, se produit, et ce qui s'est produit avec lui, et qui se produit en général avec toute la recherche sur la précocité intellectuelle, qui fait qu'on peut avoir ce décalage entre la science et les médias, disons. Idriss Aberkane, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un homme de 30 ans à peu près, qui a débarqué sur les médias en fanfare il y a quelque temps. Moi, j'en ai entendu parler il n'y a vraiment pas longtemps, hein, ça fait à peine un mois, quelque chose comme ça. Et il a été propulsé partout. On l'a entendu à la radio, il est passé sur toutes les chaînes de télé, il y a eu des pages entières pour expliquer que c'était un génie de la neuropsychologie. Et il vient présenter des théories, là, il a inventé des mots, il parle de neurosagesse, il parle d'économie de la connaissance, etc. Et voilà, c'est retentissant et il a été très vite considéré par beaucoup de gens comme vraiment un expert et un génie dans son domaine. Voilà. Et c'est seulement après que l'effet médiatique énorme a bien débuté que certains de mes collègues ont été scruter un peu mieux son CV, parce qu'il explique qu'il a 3 thèses, 3 doctorats, ce qui est vrai, factuellement vrai, mais on peut mettre des bémols sur le type de doctorat qu'il a, etc. Enfin, il a un CV absolument phénoménal, et quand on creuse, en fait, il y a beaucoup d'approximations. Voilà. D'autres ont été lire son livre, que moi je ne l'ai pas lu, et on conclut que dans son livre, il y avait assez peu de nouveautés, beaucoup d'approximations, des erreurs factuelles, etc. Dans tous les livres, il y a des erreurs factuelles, évidemment, donc en soi, ce n'est pas suffisant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été lire un de ces rares articles tirés d'une conférence, et là, je peux vous dire qu'il utilise des mathématiques, c'est-à-dire des formules. On ne peut pas vraiment dire qu'il utilise des mathématiques, mais il écrit des formules mathématiques en utilisant que des symboles qui ne sont pas définis dans le texte. J'avais jamais vu ça avant. Et pour moi, c'est un exemple, ça, de ce que j'appelle l'intimidation mathématique. Ça, on met des formules juste pour avoir l'air fort. Et donc ça me fait penser, quand je lis son article, ça me fait penser à une forme d'imposture. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est produit? Et ce qui se produit en général, je pense, et qui se produit beaucoup pour la question de la douance, à mon avis, c'est la chose suivante, je vais à peine caricaturer. Pour passer pour un expert auprès d'à peu près tout le monde, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, il faut écrire un livre. Parce que quand vous avez écrit un livre, les radios considèrent que vous êtes expert dans le domaine. Et pour écrire un livre, il n'y a pas besoin d'être expert, parce que ce qui intéresse l'éditeur, ce n'est pas si vous êtes expert ou pas, c'est si le livre va se vendre. Voilà. Une fois que vous avez le livre, donc, vous pouvez passer à la radio, parce que les radios se basent là-dessus pour décider que vous êtes expert. Quand vous êtes passé à la radio, alors il faut arriver à parler bien, c'est mieux si on a une belle voix, tout ça. Si en plus vous êtes beau gosse comme Idriss Aberkane, vous pouvez passer à la télévision après. Et alors lui, il est très fort à la télévision, parce qu'il a de la présence, il est dynamique, il parle bien, et il est parfait. Donc si vous êtes TGIC, vous passez à la télévision, et une fois que vous êtes passé à la télévision, et à la radio, et dans les journaux, le gouvernement, les ministères considèrent que vous êtes un expert. Et donc là, vous pouvez participer à la prise de décision politique. C'est ce qui se passe, en tout cas, pour la question de la précocité intellectuelle en France. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est rétablir un petit peu la vérité scientifique. Et puis, s'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés pour essayer de rétablir, faire revenir la parole scientifique, ou venir, je ne sais pas si c'est revenir, jusqu'au ministère, ce sera très bien. Alors, parmi l'idée que véhiculent les idées, disons que véhiculent les médias sur le haut potentiel intellectuel et qui sont en décalage avec la science, il y a peut-être une première chose un peu générale dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on pourrait appeler l'essentialisme. C'est-à-dire l'idée que l'ensemble des hauts potentiels forme un groupe qui a des caractéristiques qualitativement différentes du reste de la population, et pas quantitativement, et que les chercheurs devraient découvrir et non pas définir. Alors j'explique un tout petit peu ce que je veux dire par là. Il y a une différence entre ce qui se passerait si la courbe qui représente le QI était celle du bas, et vous savez que ce n'est pas ça du tout, mais si la courbe du QI était celle du bas, on pourrait dire raisonnablement que manifestement il y a un groupe de gens dont le QI tourne autour de 140, dans mon exemple fictif,
et qu'il faut les découvrir et bien les définir. Et par exemple, si c'était comme ça, on n'aurait pas trop le choix. Pour un seuil, on pourrait dire on est au potentiel à partir de 130, mais 140, ce serait absurde parce qu'on coupe la bosse en deux, ça n'a aucun sens. Là, il y aurait des raisons objectives, extérieures, de définir d'une certaine manière le haut potentiel. Mais ce n'est pas ça qu'on a comme courbe. Vous savez, ce qu'on a comme courbe, ça ressemble plutôt à la première, celle du haut. Et donc, il n'y a pas de rupture. Et à ma connaissance, on n'a pas trouvé de grandeur autre que le QI non plus, où il y aurait une rupture comme ça qui définirait des groupes différents. Donc, quand on définit le haut potentiel en disant qu'une personne est à haut potentiel intellectuel, je parle que d'intellectuel, pas de créativité par exemple, quand on définit le haut potentiel comme l'ensemble des gens qui ont un QI supérieur à 130 ou à 120 ou à 140, ça ne pose pas de problème, parce que ce n'est pas un groupe qu'on essaie de découvrir, c'est un groupe qu'on définit. En fait, l'idée, c'est juste, quand le QI est très élevé, il se passe des choses, mais c'est quantitatif, hein. Et plus il est élevé, probablement, plus il y a de différences. Et nous, on fixe un seuil simplement pour définir un groupe, mais c'est nous qui le définissions. Il n'est pas prédéfini. Quand on s'intéresse à la science, il y a aussi des problèmes, parce qu'il y a plein de problèmes dans la version donnée par les médias et puis dans la circulation des idées reçues. Mais il y a aussi des problèmes en science qui se posent quand on essaye d'étudier les surdoués. Un premier problème, qui est une conséquence de ce que je viens de vous raconter, c'est que les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la bonne définition à utiliser, ce qui rend très compliqué les comparaisons entre les différentes recherches. Et ils ne sont pas d'accord, je dis, pour des raisons simplement qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord, parce que c'est une définition, de toute manière, la définition du haut potentiel intellectuel, en termes de QI, par exemple, reste en partie arbitraire, forcément. Il n'y a pas de raison objective de choisir un truc ou l'autre. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de différences parmi les définitions. Et par exemple, le seuil peut être différent d'un auteur à l'autre. Certains rajoutent des éléments comme la créativité, certains éliminent de l'ensemble des hauts potentiels, par exemple ceux qui ont des indices trop hétérogènes, etc. Donc il y a pas mal de différences comme ça qui peuvent apparaître. Dans une analyse qui a été faite ici, vous avez la référence en bas de Karman. Karman a pris un ensemble d'articles, un peu plus de 100, pour regarder quelle définition d'articles donc sur la précocité intellectuelle, pour regarder quelle définition a été utilisée. Et il arrive à la conclusion que la définition la plus consensuelle, celle qui est le plus souvent utilisée, c'est-à-dire QI total supérieur à 130 et c'est tout, est utilisée dans 30% des cas. Voilà. C'est-à-dire que 2 tiers des recherches n'utilisent pas la définition la plus fréquente parce qu'ils rajoutent des éléments ou ils changent le seuil. Et il y a un deuxième problème beaucoup plus grave, parce que, pardon, je sais tout à l'heure parce que ça n'apparaît plus ici. C'est parfait. Donc deuxième problème, il y a le problème de la définition qui se pose en science, mais il y a un deuxième problème beaucoup plus important, c'est le problème de l'échantillonnage. Parce que quand on veut étudier une question générale, donc je reprends toujours à titre d'exemple mon histoire de l'humour, là je veux savoir si oui ou non les adultes ou enfants précoces ont plus d'humour que les autres. Alors je suppose que j'ai un test qui permet de mesurer l'humour, ce qui est déjà toute une question en soi, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Et à partir de là, comment je vais faire pour savoir si les hauts potentiels ont plus d'humour? Eh bien, ce que font la plupart du temps les chercheurs, parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est qu'ils viennent par exemple à Mensa ou dans une autre association où ils sont sûrs de trouver des hauts potentiels et ils leur font passer un test d'humour et puis ils comparent avec un groupe témoin qu'ailleurs. Et ça, c'est problématique. Parce que dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est d'avoir un groupe de personnes ordinaires, ça c'est très facile à trouver, et un groupe de personnes à haut potentiel intellectuel, et ça c'est très difficile à faire, parce que si on vient les chercher dans une association, c'est biaisé. Si on va les chercher auprès de psychologues, comme ça se fait aussi, qui ont repéré des gens au passage, hein, ils reçoivent des gens, et puis certains sont à haut potentiel, donc on peut trouver des hauts potentiels comme ça, mais ce sont des hauts potentiels particuliers parce qu'ils ont eu besoin à un moment d'aller voir un psychologue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et en général ça se produit quand on a un problème, plutôt. Donc voilà, encore un échantillon biaisé. Une autre technique qui est souvent utilisée, c'est de faire une présélection, par exemple par les enseignants quand on étudie les enfants. Et on demande aux enseignants, est-ce que vous avez dans votre classe 2-3 élèves qui vous paraissent potentiellement surdoués? Et ces 2-3-là, on les teste. Et bien, quand on fait ça,
Ça a été testé, donc on sait ce que ça donne. Ça donne qu'on détecte 80% des enfants précoces, donc c'est pas mal 80%, sauf que ce sont les 80%, ou plutôt les 20% qui restent et qu'on a ratés, correspondent aux 20% qui ne correspondent pas aux stéréotypes que les enseignants ont sur les enfants précoces. Donc tout ça, c'est très problématique, et c'est quand même comme ça que se passent la plupart des recherches, pour une raison simplement d'économie, parce que c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, de faire bien les choses. C'est très lourd, mais il y a quand même des solutions. Alors, parmi les solutions qu'il y a pour bien faire une recherche, donc je vous dis tout ça pour dire que quand on veut regarder ce que dit la science sur le haut potentiel, en fait, il faut aller regarder même dans l'article pour voir comment c'est fait, parce que souvent, les échantillons sont mal faits, etc. Mais il y a quand même des solutions. Solution numéro 1, on peut faire ce qu'on appelle des études cas témoins. Par exemple, au lieu de trouver des surdoués pour voir s'ils ont de l'humour, je vais trouver des gens qui ont de l'humour, donc par exemple, je sais pas, je vais aller interroger des humoristes, ou faire passer des tests de QI à des humoristes, pour voir si, parmi les gens qui ont beaucoup d'humour, il y a plus de surdoués que dans la population générale. On prend le problème à l'envers, parfois c'est plus facile. Autre solution possible, on peut faire des études de corrélation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un groupe d'enfants ordinaires ou de personnes ordinaires et un groupe de haut potentiel, on prend plein de gens, et s'il y en a suffisamment dans le tas, il y aura quelques hauts potentiels intellectuels, et puis on regarde la corrélation qu'il y a entre l'intelligence et puis l'humour, si on arrive à le mesurer. Voilà. Et puis une troisième solution, qui a déjà été produite, mais pas très souvent, c'est de faire des études tellement grandes que dans l'échantillon, donc en prenant tout le monde, mais dans l'échantillon, on est sûr d'avoir pas mal, suffisamment en tout cas, de haut potentiel. Et ça, c'est ce qu'il y a vraiment d'idéal, si on peut le faire. Alors ça a été quand même fait plusieurs fois. En France, ça a été fait dans les années 60. Et régulièrement, en France et dans d'autres pays aussi, il y a une étude britannique, par exemple, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, à partir de 70 000 élèves qui ont été suivis et dont on connaît le QI, donc on a des résultats formidables. En France, ça a été fait aussi dans les années 60. Voilà, là, vous avez la couverture du rapport qui parle de ça, sur plusieurs dizaines de milliers d'élèves. Et donc on apprend plein de choses. Par exemple, dans cette étude des années 60, on a pu voir que les enfants dont le QI dépasse 130 en général, ne redoublent pas, redoublent moins que les autres, disons. Certains redoublent, mais moins que les autres. Plus que les autres sautent des classes, sont considérés par les enseignants comme de bons élèves en général, il y a toujours des exceptions, sont considérés comme intelligents par leurs parents aussi, etc. On connaît plein de choses, et qui sont en général assez positives par rapport à ce qu'on peut lire dans beaucoup de livres. Voilà, et juste pour finir sur les grandes études, je vous en citerai une autre tout à l'heure, mais il y en a régulièrement donc, à l'Éducation nationale, et notamment en France, et il y en a une là, dont on vient de traiter les données, je vous en reparle tout à l'heure. Parmi les idées répandues qu'on a sur, je vais faire des choses un peu générales, mais qu'on a sur la précocité intellectuelle chez les enfants, il y a cette idée qu'ils ont une personnalité particulière. Donc ça peut être, l'humour ça rentre dedans, mais il y a plein d'autres choses. Certains disent qu'ils sont fainéants, d'autres au contraire qu'ils sont très consciencieux, etc. Ça a été testé scientifiquement à grande échelle, et il y a même des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de l'ensemble des données qu'on trouve dans plusieurs articles qui ont été publiés sur cette question. En général, parce qu'étudier la personnalité, scientifiquement, c'est pas très évident, il faut pouvoir la mesurer, et en recherche, des fois il y a des décalages entre ce qui se passe en recherche et puis à l'extérieur, dans la pratique par exemple, mais en recherche, le modèle, le prédominant, disons, de personnalité, dit qu'on peut mesurer à peu près correctement la personnalité d'une personne avec 5 grandeurs. Donc on obtient 5 scores, qui sont des valeurs continues, c'est des nombres, qui, mis ensemble, décrivent à peu près la personnalité. Si on veut être plus précis, il en faut 30, et puis si on veut être encore plus précis, il en faudra une infinité, mais enfin on va s'arrêter à 5. Et c'est ce qu'on appelle le modèle océan, à cause des lettres que vous voyez ici. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle l'ouverture, c'est la curiosité, et notamment ça contient l'envie d'apprendre de nouvelles choses, par exemple. Ça c'est dans ouverture. Voilà. C'est comme conscience, c'est consciencieux en fait, c'est de conscience de consciencieux. Le névrosisme, c'est une sorte d'instabilité, si on veut, d'instabilité émotionnelle. Donc, vous aurez un score de névrosisme élevé si vous vous énervez facilement, mais qu'en même temps vous pouvez être très joyeux, par exemple, des choses comme ça. Agréabilité, c'est est-ce que vous êtes sympa ou pas? Donc, vous avez répondu à la question tout à l'heure en discutant avec votre voisin de derrière ou de devant. Et puis l'extraversion, c'est la même chose qu'en français. Et bien, quand on regarde tout ça et qu'on compare ce qui se passe entre
les tout-venants, disons, et puis le haut potentiel intellectuel. Il y a des petites différences pour certaines des dimensions. La plus évidente, c'est sur ouverture, où les personnes à haut potentiel ont des scores plus élevés en moyenne. Voilà, mais les différences ne sont pas énormes, et surtout, il y a beaucoup de... Ça se recoupe énormément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire correctement si quelqu'un est à haut potentiel ou pas à partir de son score d'ouverture. On prédira peut-être un tout petit peu mieux que si on n'a pas cette information, mais ça restera quand même pas très sûr. Un autre thème dont il faut que je parle, là vous avez vu pour ce premier exemple, en fait ce qu'on raconte, donc l'idée la plus répandue, disons, est plutôt vraie. C'est vrai qu'il y a des différences, mais un peu excessives, disons, on a l'impression qu'il y a des grosses différences, en fait il y a des petites différences de personnalité. Un deuxième thème qui revient tout le temps dans la littérature, c'est cette idée de penser en arborescence. Alors dans une version, disons, peut-être simplifiée, voilà ce que ça donne. Ça donne que, on raconte, hein, mais c'est des guillemets, les personnes ordinaires ont un raisonnement linéaire. Donc, quand elles ont un problème, elles partent du début, elles avancent comme ça jusqu'à la solution. Si elles y arrivent un jour, elles font ça. Voilà. Et puis, les personnes à haut potentiel raisonnent de manière radicalement différente parce que toute idée suscite chez eux l'arrivée de plusieurs autres idées, et puis ça se multiplie comme ça, comme un arbre, d'où penser en arborescence. Et c'est tellement grave que parfois on est submergé par toutes ces idées et qu'on ne peut plus avancer. Voilà ce que dit ce qu'on peut lire dans pas mal de livres. Et ça inquiète certaines personnes. Il y a un auditeur un jour à France Inter qui a téléphoné paniqué parce qu'il venait d'apprendre que sa fille, c'était une émission sur la précocité intellectuelle, il venait d'apprendre que sa fille avait un QI supérieur à 130, et à l'antenne, il a dit qu'il était très inquiet parce que du coup, elle n'allait pas penser linéairement comme tout le monde, mais en arborescence, et que donc, elle allait rater à l'école. Voilà. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En réalité, penser en arborescence, d'abord, quand on regarde dans la littérature scientifique, ça n'existe pas. Ça doit être cité 2 fois dans des articles en français, et c'est tout. Il y a un équivalent qui est très étudié, donc quand même, c'est pas n'importe quoi complètement, hein. Il y a un équivalent qu'on appelle la pensée divergente. C'est à peu près la même idée. Pensée divergente, c'est la capacité à avoir plusieurs idées, comme ça, à partir d'un point de départ unique. Sauf que ça n'est pas un mode de pensée. Et je pense que c'est là qu'il y a un quiproquo et un malentendu. La pensée divergente, ce n'est pas un mode de pensée, c'est une des composantes du raisonnement ordinaire. Voilà, et de la pensée ordinaire. On a tous la capacité à avoir plusieurs idées à partir d'un point de départ unique, et certains l'ont plus que d'autres. Une fois qu'on a compris ça, donc ce n'est pas une différence qualitative, ce n'est pas un mode de pensée, c'est une des composantes de la pensée. Et quand on a compris ça, on regarde les données, effectivement, les personnes à haut potentiel ont en moyenne des scores de pensée divergente supérieurs. Donc si on veut, on pourrait dire que ça valide cette idée de pensée en arborescence, sauf qu'on est quand même très loin du décalage radical qu'il y aurait entre une pensée normale et une pensée en arborescence. Ce n'est pas du tout ça. Ça dit simplement que les enfants précoces et les adultes à haut potentiel ont un peu plus que les autres la capacité, en moyenne, à avoir plein d'idées à partir d'un point de départ unique, ou en plus d'idées à partir d'un point de départ unique. Un autre thème qui revient tout le temps, c'est de manière générale que être surdoué, c'est une calamité, pour le dire brutalement, et dans les détails, ça donne que l'intelligence est anxiogène. Voilà ce qu'on a entendu dire, l'intelligence serait anxiogène. Ça, c'est une idée tellement répétée que j'ai fait, pour voir à quel point elle était répandue, j'ai fait un petit sondage qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est pas publiable dans quoi que ce soit de sérieux, mais sur un groupe Facebook d'information sur la précocité intellectuelle, j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé aux gens, est-ce que d'après vous, les hauts potentiels intellectuels sont plus anxieux que les autres, pareillement anxieux que les autres, ou moins anxieux que les autres? Et les résultats, ça a été 80% de personnes qui m'ont dit que les hauts potentiels sont plus anxieux que les autres, 20% qui m'ont dit que c'était pareil, et 0% qui m'a dit que c'était moins anxieux que les autres. En général, et j'avais bien précisé, en général, évidemment, pas pour eux. Il y a toujours des cas, il y a toujours des cas particuliers. Et puis pour comparer avec ce que disent les scientifiques qui travaillent sur la question, j'ai fait une méta-analyse, plutôt une revue de la littérature, qui en fait avait déjà été faite auparavant beaucoup mieux. Et la conclusion est la suivante. Quand on regarde ce que disent les recherches qui portent sur l'anxiété chez les hauts potentiels, on trouve grosso modo que la moitié des recherches ne trouvent pas de différence
Et que l'autre moitié des recherches, pour simplifier un tout petit peu, trouve que les personnes à haut potentiel sont moins anxieuses que les autres. Voilà, et pour vous montrer exactement, et pour vous montrer à quel point c'est vrai, vous avez ici les 13 études, et puis on en a publié une 14e, où on ne trouve pas de différence récemment, mais les 13 études que j'avais dans ma revue de la littérature, c'est pas la peine de tout lire, mais si vous regardez simplement les lieux, vous verrez qu'il y en a qui ont été faits en France, au Canada, en Pologne, etc. Donc c'est pas culturellement trop marqué. Après, ça, évidemment, ça pourrait être différent au Nigeria, j'ai pas d'études au Nigeria, mais en tout cas, voilà, ça a été fait dans plusieurs pays. Et si vous regardez la dernière colonne, quand c'est en vert, ça veut dire que les auteurs ont conclu que les personnes à haut potentiel étaient moins anxieuses que les autres. Quand c'est en gris, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé de différence. Et les deux cas en orange, dont je vais vous dire un tout petit mot parce que c'est important, trouvent dans certains cas une différence. Mais si vous regardez la première case en orange, qui correspond donc à l'étude de Forsyth au Canada, vous pouvez voir par exemple dans âge non précisé. C'est-à-dire c'est une étude extrêmement mal faite. Là, je vous le dis tout de suite. Il y a un échantillon de 40 personnes. On ne sait pas combien il y a de garçons et combien il y a de filles parmi les 40, ce n'est pas indiqué. On ne sait pas à quel âge il est le haut potentiel, parce que ce n'est pas indiqué dans l'article. Et on nous dit à la fin que chez les filles, mais pas chez les garçons, ils ont trouvé une anxiété supérieure chez les surdoués. Voilà, donc c'est quand même pas un super article, pas une super étude. C'est la moins bonne de celle que j'ai trouvée. La deuxième est plus intéressante, la deuxième en orange, parce qu'elle conclut aussi que les hauts potentiels pourraient avoir une anxiété supérieure, mais uniquement pour un type très particulier d'anxiété, en l'occurrence. Là, c'est différent. C'est ce qu'ils appellent fear of unknown, mais qui serait mieux traduit sans doute par anxiété métaphysique. C'est une sorte d'anxiété qu'on mesure, par exemple, vous comprendrez quand je vous dis comment on le mesure, en posant des questions comme « Est-ce que ça vous angoisse de penser que l'univers est infini ? Que la connaissance humaine est finie, qu'on ne saura jamais tout ?» Voilà. À ce genre de questions, effectivement, les enfants ou adolescents au potentiel donnent des scores plus élevés, mais donc c'est un type très particulier d'anxiété, ce n'est pas l'anxiété en général. L'anxiété en général, on a trouvé à peu près le contraire de l'idée la plus répandue. Ça, peut-être je passe. Hein. Et oui, parce qu'il faut absolument que je parle de ça. L'échec scolaire, ça c'est le pompon. Donc l'échec scolaire. En fait, il y a eu deux peut-être idées reçues contradictoires. La première, qui a été dénoncée à juste titre, c'était de dire, à partir du moment où on a un QI supérieur à 130, on est sûr d'être brillant à l'école. Voilà, ça c'est une idée évidemment fausse. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est faux. Et puis après, ça a été remplacé par une deuxième idée, qui est fausse également, qui est, si vous avez un QI supérieur à 130, ça augmente votre risque de vous planter à l'école. Ça, c'est complètement faux. Et alors, vous avez sûrement vu passer ce chiffre qui tourne en boucle de 30% d'échecs scolaires, en fait, en cherchant un petit peu sur... je vais aller très vite. En cherchant un petit peu sur Internet, vous trouvez n'importe quoi. Il y a 30%, 50%, j'ai trouvé 70%. Le champion, c'était le Figaro étudiant qui dit 70% des surdoués sont en échec scolaire. C'est faux. C'est pas 30%, c'est beaucoup moins. Et ce qu'il y a de phénoménal avec cette idée reçue, c'est qu'elle a été tellement répétée par les associations, dans les livres, etc., qu'ils ont réussi à convaincre le ministère qui a mis ça, le ministère de l'Éducation nationale français, qui a mis ça sur son site. Nous, on s'est bagarré pour qu'il le retire. Donc maintenant, il y a un truc un peu plus flou qui dit certains, ce qui est vrai, certains enfants précoces sont en échec scolaire. Et maintenant, quand on demande les sources aux associations qui ont fait naître ce mythe, ou du moins qui l'ont propulsé, ils nous répondent, c'est sur le site du ministère, c'est les données du ministère. Ah, c'est vrai. Hein. Alors ça fait une boucle comme ça. Alors ce qu'on sait, là je passe tout de suite au deuxième truc, pour vous montrer simplement ce que c'est que les données du ministère, parce que le ministère a effectivement fait une étude sur les enfants au collège, donc ça doit être de 11 à 14-15 ans, quelque chose comme ça, et on a des données donc, sur 30 000 enfants, c'est magnifique, c'est un très bel échantillon, qui ont été choisis mieux qu'aléatoirement, parce que c'est un échantillon représentatif sur toute la France, et on a plein de données sur eux. Et c'est en libre accès pour les chercheurs, disons, on peut les analyser facilement. Donc ce que vous avez ici, c'est une courbe qui représente en fonction du QI, donc qui est en abscisse à l'horizontale, la note au brevet des collèges, qui est un examen à la fin de la troisième, fin du collège. Voilà, et donc vous voyez un peu ce qui se passe, et vous voyez qu'on retrouve une courbe qui a déjà été publiée ailleurs, hein, parce que ce n'est pas du tout nouveau, on la retrouve dans tous les pays. Plus le QI est élevé, plus les notes en moyenne sont élevées. Et quand on regarde plus précisément ce qui se passe pour les QI supérieurs à 130,
dans notre échantillon, alors c'est un sous-échantillon des 30 000 ici qu'on a, on n'a pas tout, mais il y a à peu près 200 élèves qui ont un QI supérieur à 130 et un seul a raté le brevet. Voilà. Alors comme c'est très facile de réussir le brevet, on peut dire qu'il est en échec. Voilà. Mais ça fait qu'on trouve un taux d'échec scolaire sur notre très bel échantillon de 0,5%, on est très loin, c'est peut-être plus que ça, mais enfin on est très loin en tout cas des 30% annoncés par les associations. Alors, je ne sais plus ce que je vais juste terminer sur une petite chose, ce sera ma diapositive de conclusion. C'est à ça qu'il faut penser quand on vous dit, donc si je prends quelque chose de vrai, je vous ai dit tout à l'heure l'ouverture par exemple, donc un trait de personnalité c'est l'ouverture, et pour ce qui est de l'ouverture, les personnes à haut potentiel sont en moyenne, donnent des résultats plus élevés que les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut imaginer. Il ne faut pas imaginer que les personnes à haut potentiel sont ouvertes et les autres sont fermées. C'est pas ça. En fait, on a des courbes comme ça qui montrent donc les scores et on a à peu près ce genre de décalage. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un décalage, on peut le montrer statistiquement, il est significatif, il est certain, mais en général, il est assez faible. Voilà. Et donc, la phrase de conclusion, donc vous avez la diapositive de conclusion, ce sera simplement que parmi les idées, je pense que c'est quelque chose de très négatif pour tout le monde, et notamment donc pour les personnes à haut potentiel, que d'avoir ces idées négatives et de se poser en victime, comme on le voit trop souvent, et de penser que c'est presque un handicap que d'avoir un haut potentiel. Et bien sûr, vous avez compris avec cette courbe que ça ne veut absolument pas dire, quand je vous dis que c'est positif et que tout est bien, ça veut dire que tout est bien en moyenne, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de cas. Il y a plein de cas, évidemment, de personnes qui sont à la fois haut potentiel et très anxieuses, mais ça ne veut pas dire qu'en général, le haut potentiel, ça rend anxieux. Voilà, je vais m'arrêter ici, je crois que je suis un peu en retard même. Donc d'après le programme, je devrais vous expliquer les ateliers. J'ai quand même juste envie de prendre 5 minutes pour voir s'il y a des questions de clarification. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'exposé de Nicolas que vous n'auriez... Nicolas, hein, oui, j'ai un doute. Que vous n'auriez pas compris? Ce serait un peu dommage pour continuer la journée. Et alors, mon ami et collègue pour aujourd'hui, Guy, se promène avec un micro sans fil qui permettrait de prendre l'une ou l'autre question de clarification. Donc c'est « je n'ai pas compris hein. ». Voilà, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas compris. Point de vue humour. Donc vous avez commencé la conférence en disant je vais voir si les hauts potentiels ont plus d'humour que les autres. Et j'ai pas compris, j'ai pas entendu la réponse en tout cas dans la conférence. Parfait. Je prends encore 2 questions, comme ça si jamais elles sont liées. Je vois madame ici à droite. Est-ce qu'une troisième question ici? Pas de souci. Oui, merci. En fait, j'ai un petit peu accroché sur l'idée de tests sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Je voudrais bien avoir quelque chose d'un peu plus complet parce que ça m'interroge assez beaucoup. Dans la description de ce qui a été fait? Non, parce que c'était les mesures, etc. Je ne sais pas comment le CIE a travaillé pour avoir des mesures fiables, on va dire. Je n'ai pas eu... Voilà, ça me manque. Est-ce qu'il y a une troisième question? Monsieur. Et puis... Oui, bonjour. C'est pas pour le non-compréhension, mais c'est plutôt une remarque. Je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas mieux tenir compte de l'interaction avec le milieu. Parce que dans ce que vous nous racontez, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a plus de clubs de formation, mais aujourd'hui, les modèles sont beaucoup plus interactionnistes, plus dans la systémique. Et donc, il me semble que pas mal de phénomènes, on va dire comme ça, peuvent trouver un début de compréhension dans la manière dont, par exemple, les parents vont réagir parce que leur enfant montre des signes, on va dire, de précocité. Et donc, on a peut-être tendance, effectivement, à les nourrir quelque part, et donc l'ouverture pourrait aussi se comprendre comme étant cette stimulation qu'ils reçoivent, peut-être un peu plus que les enfants qui ne montrent pas ceci.
Alors voilà, j'aurais bien un petit peu si vous avez une idée à ce niveau. Merci. J'ai essayé de me souvenir des questions. L'humour. La première, je me souviens, c'est sur l'humour. Donc sur oui, l'humour, j'avais juste pris ça comme exemple parce que c'est une idée qu'on entend souvent, que les personnes à haut potentiel ont plus d'humour que les autres, ou parfois un humour différent, on entend ça aussi. Donc c'était juste pour illustrer ça. Et je vous ai dit au début, en fait, j'ai pas beaucoup d'éléments. Alors si je précise, quand j'ai cherché un peu dans la littérature scientifique ce qu'il y avait, tout ce que j'ai trouvé, c'est une étude isolée, donc ça ne vaut pas énormément, qui allait plutôt dans ce sens-là, que les enfants, parce que c'était des enfants, si je me souviens bien, de 7 à 9 ans, quelque chose comme ça, avaient plus d'humour, dans le sens où ils avaient un humour plus avancé, et qu'ils faisaient le genre de blague, ils comprenaient aussi le genre de blague qu'habituellement on comprend beaucoup plus tard, à 10-12 ans. Voilà, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments scientifiques, donc ça c'était plutôt un exemple. Je vais vous donner des exemples où ce qu'on pense habituellement correspond à la réalité, parfois de manière un peu exagérée, mais correspond quand même à la réalité. D'autres exemples où ça ne correspond pas du tout à ce que disent les scientifiques, comme l'anxiété, et ça, ce serait un cas où, en fait, les scientifiques ne savent pas trop. Donc, peut-être c'est vrai, parce que c'est une intuition qu'ont eu des gens qui travaillent avec des enfants précoces, et en général, l'intuition est bonne, mais ce n'est pas encore validé scientifiquement. Voilà. Les seuls éléments que j'ai trouvés va plutôt dans ce sens, disons, on pourrait dire comme ça. La question d'après, qu'est-ce que c'était déjà ? Ah, oui, l'étude sur Facebook. Alors, j'ai bien précisé qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de fiable et que j'ai même dit que ce n'était pas publiable. Hein. J'imagine pas publier ça. Ça a été fait sur un groupe Facebook. C'est complètement biaisé parce que c'est fait sur un groupe Facebook, un seul déjà, un groupe Facebook d'information sur la précocité intellectuelle. Donc déjà, évidemment, on a des gens qui sont là, qui sont suffisamment intéressés par la précocité intellectuelle pour venir s'inscrire sur un groupe. Probablement pour la plupart c'est parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'eux-mêmes sont à haut potentiel et qu'ils ont des problèmes. Et en plus, il y a une dynamique de groupe qui fait que le groupe que j'ai choisi est peut-être très différent d'autres groupes. Hein, voilà, c'était pas sur Mensa. J'ai l'impression, quand je vois les salles qu'il y a devant moi à Mensa et à l'AFEP, par exemple, c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout le même genre de personnes, d'intérêt, de culture, etc. Donc voilà, je dis, c'était juste pour illustrer le fait qu'au moins dans certains groupes, il y a cette conviction que les enfants, parce que là c'était plutôt sur les enfants, et que les enfants précoces sont plus anxieux que les autres, mais je ne dis pas que c'est plus général que ça, c'est dans ces groupes-là. Et après, pour la partie scientifique, ce que j'ai fait, c'est une sorte, je me suis appuyé sur les revues systématiques de la littérature, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont cherché tous les articles scientifiques, et il n'y en a pas beaucoup en fait, qui ont abordé cette question de l'anxiété générale chez les hauts potentiels. Et voilà, j'ai simplement regardé parmi les articles, tout bêtement, combien disent qu'il n'y a pas de différence, combien disent que les hauts potentiels sont moins anxieux et combien disent qu'ils sont plus anxieux. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas un truc ultra fiable, ça c'est pour illustrer le décalage qu'il peut y avoir. Et puis, Dernière minute sur le contexte. Et puis voilà, l'interaction avec les milieux, là vous avez vu dans ce que j'ai présenté ici, en fait, je ne cherche pas d'explication. Je suis resté juste au niveau très basique de description. Hein, simplement, on dit des choses, on dit les personnes à haut potentiel ont telle caractéristique, moi je vais voir si c'est vrai, et c'est tout. Après, évidemment, pour expliquer pourquoi, vous avez tout à fait raison que le milieu ça compte beaucoup, et puis pour aller complètement dans votre sens, sur les difficultés sociales, on trouve des résultats scientifiques complètement divergents selon où est faite l'étude chez les élèves. Et parfois, on trouve que les enfants précoces ont de grosses difficultés d'intégration à l'école. Et puis, dans une autre étude, où je suis tombé dessus par hasard, non pas par hasard, en cherchant, quand je préparais mon livre, et je tombe sur une étude qui dit exactement le contraire, qui dit les enfants précoces sont particulièrement bien intégrés à l'école, c'est tous les autres qui ont du mal à s'intégrer. Alors ça me paraissait vraiment bizarre. Et quand on regarde dans le cœur de l'article, on voit que cette étude a été menée dans une école pour surdoués, où il n'y a quasiment que des surdoués. Mais il y en a aussi quelques-uns qui ne sont pas surdoués. Et donc là, effectivement, du coup, on voit bien que s'il y a des difficultés d'intégration, c'est probablement lié au milieu et au fait qu'ils sont une minorité.